Bonjour chers participants, bonjour et bienvenue aux 45 minutes chrono de l'association du paiement. Alors aujourd'hui, on reçoit spécialement 3 invités. On va pouvoir aborder dans cette chronique, dans un premier temps, le bilan à fin septembre des commerçants. L'idée, c'est vraiment de comprendre un peu ce qui s'est passé depuis le confinement. Et puis ensuite, on verra avec nos invités comment justement les fintechs se sont mobilisés pour accompagner la reprise. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que vous êtes libre de pouvoir poser toutes vos questions via le Q&A qui est donc prévu en bas de votre écran. Sentez-vous libre de poser vos questions, de faire des remarques. C'est un format très décontracté et je suis sûre que nos invités seront ravis de répondre à vos questions. Alors, eh bien, comme vous le savez, la Covid-19 n'a pas épargné nos commerçants. Bien au contraire, la propagation de ce virus est complètement ancrée dans notre quotidien. Et aujourd'hui, justement, cela a entraîné une crise financière et même, voire une crise de la consommation. Alors, je ne noircis pas le tableau parce que vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui se sont passées et qui continuent à se passer d'un point de vue commerçant. Alors, pour parler de ce sujet, quoi de mieux que de faire appel à des experts? Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier invité, Nicolas Delabarre, CEO de la société Smile & Pay. Smile & Pay, une société créée en 2015 2016, très bien. Et donc, vous offrez des solutions de paiement par carte bancaire. Tout à fait. Salut Sophia, bonjour à tous. Bonjour. Ravi d'être là avec mes amis Louis et Annie. Et on reçoit également 2 de vos partenaires, Anigo, c'est bien comme ça que je ne torche pas votre... Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Super. Alors, Anigo, CEO de la société Silpay. Silpay, une société créée autour de 2017. 2017, et ben voilà, super. Et donc, vous accompagnez aussi dans le monde du paiement et vous offrez des solutions d'acceptation par des wallets, et puis notamment des cartes bancaires à destination de la population chinoise. Tout à fait. Très bien. Et puis, nous avons l'autre partenaire de la société Smile & Pay, Louis Chatriot, de la société Alma. Et vous êtes le spécialiste du paiement fractionné. Vous avez créé votre société, d'ailleurs, vous l'avez lancée, je crois, en 2019. Oui, créée en 2018 et lancée en 2019. Et donc, vos produits ont été lancés en 2019. Et donc, vous êtes là aujourd'hui, tous les 3, pour nous parler un peu de ce bilan qu'on peut faire à fin septembre, d'un point de vue retail, d'un point de vue commerçant, et notamment sur les aspects flux et puis paiement. Alors aujourd'hui, je vais vous poser un certain nombre de questions, si vous voulez bien y répondre. Et l'idée, c'est vraiment, dans une première partie, on va vraiment aborder ce bilan. Et dans un second temps, on verra justement comment vous trois en tant que start-up FinTech, vous avez accompagné la reprise auprès de ces commerçants donc, qui ont besoin aujourd'hui de se différencier, de se challenger. Alors d'abord, première question quand même, comment allez-vous, Nicolas? Écoute, ça va parfaitement bien. Très content là, de se voir en présentiel dans le contexte actuel, c'est pas évident. Et puis d'être avec les copains Annie et Louis, donc au top. L'organisation n'est pas simple pour tous, en tout cas en matière de télétravail. Aujourd'hui, on fait un peu le yo-yo. On est aujourd'hui organisé à 4 jours de télétravail et 1 jour de présentiel parce que le port du masque depuis 15 jours, c'est assez compliqué pour les équipes, notamment de support client ou de vente. Voilà, sinon tout va bien et puis très content de se revoir un peu en physique malgré tout. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, on en discutera. Très bien, alors tu as gardé ton masque, de ce que je vois. Je garde mon masque précieusement et mon gel dans ma poche aussi. On fait quand même très attention. Donc, bonjour Annie, alors comment vas-tu et donc comment es-tu organisée aujourd'hui au sein de Silpay? Écoute, pas mal. Et au début de confinement, c'était un grand choc pour nous. Et pour nous qui étaient tout le temps habitués à rencontrer les clients en personne, aller dans leur magasin. Et du coup, depuis le confinement, on est en télétravail. Et aujourd'hui, on s'organise avec 2 jours de présentiel dans les bureaux. Le reste du temps, l'équipe est en télétravail. Et on se fait demi-heure de réunion de l'équipe tous les jours au matin. Et ça se passe super bien. Merci Annie. Et donc Louis, alors comment ça se passe au sein d'Alma? Alors déjà, comment vas-tu? Et puis, comment tu es organisé avec tes équipes? Au risque de répéter ce qui vient de se dire, ça se passe bien. Déjà. Je vais bien, la boîte va bien, c'est intéressant. Comme tout le monde, le confinement, ça a pas mal changé les choses. Nous, on avait une spécificité chez Alma. On a une équipe qui a une moyenne d'âge qui est relativement élevée. On avait beaucoup de parents et le confinement, ça a été assez galère. C'est peut-être un peu trivial, mais travailler à la maison avec des enfants, c'est pas évident.
À part ça, quand même, ça s'est bien passé. Et maintenant qu'on est rentré dans cette espèce de phase un peu entre les deux, nous, on considère que c'est hyper important que l'équipe se voit. On pense que c'est impossible de créer un vrai esprit d'équipe, un vrai partage d'idées, de créativité, sans passer vraiment du temps ensemble. On sait aussi que c'est compliqué pour tout le monde de venir tous les jours, notamment à cause des transports en commun avec le masque, etc. Donc, on impose 2 jours de présentiel avec un jour sanctuarisé par équipe. Donc, chaque équipe a défini un jour où tous les membres de l'équipe sont au bureau, ce qui leur permet de faire tous leurs rituels, réunions, etc. Un autre jour au minimum, voire plus. Et puis, il y a aussi plusieurs personnes, dont moi, par exemple, qui sommes tous les jours au bureau. Eh ben, c'est très complet. Donc, du remote work un peu pour tout le monde, si j'ai bien compris. Et le présentiel est quand même un peu important, sachant qu'aujourd'hui, c'est encore possible et que les mesures ne sont pas encore tout à fait strictes comme on a pu le connaître en mars dernier. Ok, très bien. Alors, on va... bon, j'ai quand même une question pour Annie avant de démarrer. Donc, tu as une culture chinoise, tu es donc binationale, franco-chinoise. Non, j'ai une nationalité italienne seulement. Oh, d'accord. Donc, italienne. Et donc, justement, je crois que l'histoire de SICPay est aussi autour d'une expérience en Chine, de ce que j'ai pu comprendre, le fait de ne pas pouvoir être frustré, de ne pas pouvoir régler quand vous avez pris un taxi lors d'un voyage. Alors, justement, parlez-nous un peu donc, de ces solutions qui sont à destination de la population chinoise et notamment des touristes qui viennent beaucoup lors de leurs vacances, c'est les vacances scolaires, je crois, ou c'est les vacances annuelles? Oui, en fait, en Chine, cette semaine, c'est 8 jours de vacances, c'est très long. Et du coup, pendant cette période, normalement, c'est la grosse période de touristes chinois à Paris, en France. Et cette année, c'est bien plus triste que les autres années. Et normalement, on attend beaucoup de touristes à ces périodes-là. Et cette année, c'est plutôt limité dû à Covid. Mais par contre, pourquoi on a monté SICPay, c'est parce que les moyens de paiement par téléphone mobile, c'est très répandu en Chine, c'est omniprésent dans la vie des Chinois. Donc en 2015, quand je suis rentrée en Chine, j'ai vu même ma mère qui a commencé à utiliser son téléphone, payer les taxis et puis payer dans les restaurants. Et je me suis dit qu'en France, je connaissais pas équivalent. Et donc nous avons avec SICPay, nous avons décidé de donner ces moyens de paiement, les emmener en France. Et aujourd'hui, c'est accessible à tous les commerçants. Ils peuvent accueillir leur clientèle chinoise et proposer de Alipay, WeChat Pay ou bien d'autres portefeuilles électroniques à ces clientèles asiatiques. Merci Annie. On rentrera un peu dans le vif du sujet tout à l'heure, donc d'un point de vue solution. Nicolas, j'aimerais savoir un peu au travers des solutions Smile & Pay. Vous avez le smile, de ce que j'ai compris. On essaye. Vous essayez. Même avec le contexte. Voilà. Et donc vous avez des solutions. Parlez-nous un peu à quels besoins vous répondez habituellement et particulièrement lors de ce contexte. Oui, alors peut-être un élément de contexte que tu connais, Sophia, et que vous devez tous probablement savoir, mais vous avez 5 millions de professionnels et associations en France. Sur les 5 millions de professionnels et associations en France, vous en avez la moitié qui ne sont pas équipés de terminaux de paiement, qui n'acceptent pas la carte bancaire. Et puis pour autre moitié, ils sont équipés d'un terminal de paiement, mais vous avez tous ce cas d'usage où vous allez dans votre boulangerie, etc., où on vous dit, attendez, le terminal de paiement, il faut que je le mette sur le socle pour que ça fonctionne, attendez 10, 15, 20 secondes. Donc là, vous savez que le professionnel, le commerçant n'a pas vu son banquier depuis une dizaine d'années et qu'il est avec des terminaux de paiement qui sont obsolètes, qui sont ancienne génération et qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, nous, Smile & Pay, notre vocation, c'est de proposer des terminaux de paiement nouvelle génération qui sont des hybrides entre smartphone et téléphone, entre smartphone et terminaux de paiement qui fonctionnent sur OS Android avec des cartes SIM 4G pour pouvoir encaisser dans toutes les situations, que ce soit en boutique, connecté en Wi-Fi, que ce soit en mobilité dans un restaurant, sur une terrasse, en déplacement ou bien également aussi à distance, puisqu'on a sorti le paiement à distance en mai depuis nos terminaux de paiement. Et puis, peut-être quelques chiffres d'activité. Donc, lancé début 2016, on a aujourd'hui plus de 13 000 clients, commerçants, sur un portefeuille client qui est très généraliste, qui est assez bien équilibré. On a à peu près 25% de commerçants qui sont du retail de proximité classique. Ça va du boucher, du boulanger à l'épicier. 15% de nos 13 000 clients, ce sont tout ce qui est restauration et hôtellerie. 10%, on est sur les transports, les fameux taxis qu'on fait le début de notre succès, en tout cas chez Smile & Pay. Professionnels de santé, 9%. Et puis ensuite, on a deux grosses cibles sur lesquelles on essaie d'accélérer très fort. Ce sont les associations, qu'elles soient caritatives. On équipe la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, la Fondation Alzheimer, Rire et Médecins, etc. Des associations aussi sportives. On équipe pas mal de clubs sportifs.
le Stade de France avec le Déçoiveur, vous savez, les bières que vous pouvez consommer directement sur les stades. En ce moment, c'est un peu dur, ils sont un peu vides les stades, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. On équipe le Paris Football Club, le Red Star, la SCAN en volley, etc. Et puis, l'autre cible sur laquelle on travaille beaucoup, c'est les franchisés. Puisqu'on a un vrai coup à jouer, en tout cas, on s'est aperçu qu'on avait un vrai coup à jouer. Généralement, les réseaux de franchisés, les appels d'offres se font au niveau national, au niveau de l'antenne. Mais chaque franchisé est indépendant et dispose de son propre compte bancaire, de sa propre relation bancaire. Et donc, en face de nous, dans les appels d'offres, on a souvent des banques qui sont souvent un peu moins chères en termes de taux de commission, mais qui vont obliger les franchisés à changer de banque, ce qui n'est pas adapté. Donc là-dessus, on a un vrai coup à jouer. Puisque le modèle de SmileNP, en fait, c'est que on prend le RIB de notre client et on lui fait un virement de son chiffre d'affaires tous les jours au début de nos commissions. Donc, vous n'avez pas changé de banque, vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas changé de banque, etc. Merci d'avoir partagé avec nous tout cela. Alors, un peu la même question. Parlez-nous du paiement fractionné, d'une part. À qui vous vous adressez? Quels sont vos clients? La typologie, le secteur? Oui, le paiement fractionné, c'est assez intéressant parce que c'est… là, on parle fintech, mais en fait, on va parler vraiment, je pense, retail. Et le paiement fractionné, c'est quasiment l'évidence pour n'importe quel commerçant. C'est-à-dire que je suis commerçant de quel que soit le secteur. Je peux vendre des vêtements, je peux vendre des équipements sportifs, je peux vendre de la maison, je peux vendre des jeux. Vraiment, c'est absolument tout et n'importe quoi. Si ça coûte un petit peu cher, si on est sur un panier moyen qui dépasse les 100 euros, tout de suite, si je propose le paiement 3 fois, je vais faire à peu près 20% de chiffre d'affaires en plus. Et c'est vraiment mécanique, ça s'explique très bien. On va avoir à la fois une augmentation de la conversion client. En gros, est-ce que j'achète pas? En fait, oui, je vais acheter parce que je peux payer en 3 fois. Une augmentation du panier moyen. Est-ce que je monte en gamme? Typiquement, est-ce que je prends le vélo à 500 euros, le vélo à 700 euros? Je préfère sur 700 euros, j'ai pas trop les moyens, je paye en 3-4 fois et ça me permet de repartir avec. Donc, c'est un sujet qui est très transverse. Et parmi on a plusieurs milliers de commerçants qui utilisent Alma. Et on ne va pas faire le décompte là-dessus, mais on a vraiment, encore une fois, tout type de biens relativement chers qui sont dans la cible. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans cette première partie, puisque la question que l'on pose, c'est quel bilan à fin septembre pour nos commerçants français? Alors, on vous a préparé des chiffres que vous allez pouvoir nous expliquer, nous commenter, nous partager. On va partager donc ce document, si vous me laissez quelques instants pour vous partager le document. Et je crois que chez SmileNP, vous avez, lors du confinement, préparé des Smile Index. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui, les Smile Index. En termes de méthodo, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est on a pris parmi nos 13 000 clients tous ceux qui avaient fait au moins une transaction la dernière semaine de janvier. Oui. Pourquoi la dernière semaine de janvier? Parce qu'il n'y avait pas de mouvements sociaux. Souvenez-vous, décembre-janvier, ça avait été quand même très compliqué pour le retail au sens large. Donc, la dernière semaine de janvier était une semaine standard. Et on a mis donc un index à 100 sur cette dernière semaine de janvier sur le consolidé de l'ensemble du chiffre d'affaires de ces 13 000 clients. Et ensuite, on a suivi cette population qui avait fait au moins une transaction sur la dernière semaine de janvier, un indice à 100 cette dernière semaine. Et on a regardé dans le temps leur activité, de sorte à ne pas être parasité par notre conquête client, par nos saisonniers, etc. et de regarder vraiment l'évolution de leur chiffre d'affaires à eux. Alors, je ne vois pas le template, mais je connais à peu près. Donc, oui, alors on a en février, on voit bien qu'en mars, il y a un index plutôt à 113 et puis ça redescend finalement à la fin du mois de mars. Et on voit qu'il y a une courbe un peu évolutive jusqu'en août et qui redescend à la mi-septembre. Exactement. Donc en fait, ce qu'on a constaté, c'est que évidemment, au moment du confinement mi-mars, on est tombé à moins 80% d'activité. Donc ça a été la cata totale. Je pense que tous, alors on en parlera, on n'a peut-être pas eu les mêmes difficultés, mais en tout cas, ça a été quand même un choc violent pour les commerçants français. 2 mois de trou d'air, c'est comme ça qu'ils nous le disent d'ailleurs, hein, c'est clairement un trou d'air d'1 mois et demi, 2 mois. On voit que dès le mois de mai, juin, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a déjà une nouvelle progression. Oui. Dès début mai, on a commencé à se déconfiner. Tout de suite, l'activité a un petit peu repris. Et ensuite, globalement, l'été a été extraordinaire. Le retour de nos commerçants, et on a regardé aussi cette même population par rapport à l'année dernière, l'activité de cet été a été meilleure que l'activité 2019, malgré le fait qu'on n'ait pas de touristes, etc. Donc ça, c'est un été où les commerçants ont fait plus que sauver les meubles. Ça a été assez fantastique. On voit d'ailleurs que l'été s'est prolongé jusqu'à mi-septembre. Il y a aussi la douceur, enfin, il a fait très très chaud les 15 premiers jours de septembre. Donc on voit que les commerçants essaient de continuer un maximum. Donc on a eu un très bon début de mois de septembre. Ça s'est cassé la gueule sur les 15 derniers jours de septembre.
Ça, évidemment, bon, on a eu la pluie, on a eu le retour du Covid. Et puis, c'est aussi un effet de saisonnalité, c'est-à-dire que le mois de septembre, la fin septembre est toujours un peu difficile parce que vous avez toutes vos cotisations annuelles, etc. Et là, depuis, donc on regarde très près, là, donc c'est tout chaud, on n'a pas forcément le recul sur cette semaine, mais je ne sais pas si vous avez été au resto, je ne sais pas si les personnes qui nous suivent ont été au resto mardi, mercredi, jeudi. C'était blindé, les restaurants. Donc là, cette semaine, on fait plus 25% d'activité par rapport à la semaine précédente. Et sur les 3 premiers jours, le Smile Index par rapport au 100 de fin janvier, on est plutôt à 110. Je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, les restos sont blindés, toujours dans l'état de l'art, hein, des gestes barrières bien structurés, le cahier, enfin, en tout cas, il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, c'était blindé. Il y a une activité qui repart fort cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a un effet un peu de réassurance finalement avec des règles qui sont quelque part claires maintenant, en tout cas, et structurées? Est-ce que ça assure? On en parlait un peu tous les 3 tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi un côté, il y a le confinement qui va peut-être tomber d'ici 15 jours, 3 semaines, donc vite, on se fait un resto avant que ça s'arrête. Est-ce que c'est un élément de solidarité? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt positif. En tout cas, depuis mardi, on voit une reprise d'activité qui repart. Donc, on devrait revenir au niveau du 10-15 septembre pour cette semaine et revenir sur un pic plutôt positif. Merci pour ce bilan. Juste une dernière question, mais finalement, tu dis que tu ne sais pas pourquoi, et pourtant les gestes barrières, les gestes sanitaires ont été renforcés. Ouais. Les bars ont fermé. Est-ce que c'est le fait que les bars ferment, finalement, on se rabat aussi sur la restauration? Comment vous voyez les choses, vous, en tant que citoyen? Alors, en tant que citoyen, moi, ce que je vois aussi, c'est que tu as aussi le panier. Alors, si on fait le focus sur les restaurants, parce que j'ai regardé, moi, je me suis intéressé mardi, mercredi, jeudi. Tu as un effet aussi, évidemment, donc à partir de 10h, il faut forcément prendre un plat à côté de ta boisson. Enfin, il ne sert plus que il n'y a pas que de la boisson, donc tu as les paniers aussi qui peuvent évoluer. Mais j'ai envie de te dire qu'avec les 2 restos que je suis allé voir mardi, mercredi, ils ne comprennent pas non plus. Ils ont la banane, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, mais c'est en mode, mais c'est incroyable. C'est rassurant, alors pourvu que ça dure. Et puis évidemment, si d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, en tout cas, si on repart en confinement, ce sera de nouveau difficile, quoi. Mais en tout cas, là, c'est plutôt très positif pour ces premiers jours avec des mesures un peu plus renforcées. Merci Nicolas. Alors, côté paiement fractionné, alors je serais assez curieuse de savoir un peu les chiffres que vous pourriez nous partager, en comparaison peut-être avec ce qui s'est passé en 2019 pour vous. Et puis expliquez-nous un petit peu, est-ce que c'est un facteur plutôt saisonnier? Est-ce que la crise du Covid justement est venue relancer le paiement fractionné? Expliquez-moi un peu tout ça. Oui, c'est intéressant. Je pense que ça va être très dur de comparer 2019, parce que c'était notre première année d'activité pleine. Donc, comme disait Nicolas tout à l'heure, dans ce genre d'analyse, il faut toujours maîtriser l'effet croissance. Quand on fait entre x6 et x15 en volume dans une année, en fait, cet effet, il rend l'analyse extrêmement difficile. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste regardé intrinsèquement comment les volumes de nos commerçants sont comportés. Et ce qu'on a vu, c'est à peu près l'inverse de ce que Nicolas décrit. C'est intéressant parce que nous, on est plutôt online. Alors, on fait les deux. On fait du paiement 3 fois en boutique et en e-commerce, mais on fait quand même plus d'e-commerce que de boutique. Et ce qui fait que ce qui s'est passé, c'est d'abord, début du confinement, première semaine, 0 consommation, mais ça, c'est à peu près global. On se retrouve dans une période où, en fait, le consommateur ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est un peu inquiétant, donc ça stoppe tout. Mais juste après, augmentation des volumes, et vraiment énorme augmentation des volumes. Et on estime, avec nos commerçants, qu'ils ont fait plus 62% pendant la période du confinement de volume d'affaires en e-commerce par rapport à l'année précédente. Et ça s'explique par 3 grands facteurs. Le premier, c'est effectivement un basculement du physique sur l'e-commerce. Donc, c'est pas le plus 62%, c'est pas une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, l'immense majorité, pour les e-commerçants, c'était une très bonne nouvelle. Pour les commerces physiques, qui avaient une grosse composante physique, c'était une très mauvaise nouvelle. Nous, ce qu'on a entendu, c'est grâce à Alma, on a réussi à sauver les meubles parce qu'effectivement, on a pu vendre plus en ligne, mais honnêtement, c'est pas la joie non plus. On a sauvé les meubles. Numéro 2, plus de temps libre. Tout à coup, parce que tu me disais tout à l'heure, on a mis plus de temps pour acheter des choses, plus de temps pour se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'on veut acheter? Tiens, le truc auquel je pensais depuis 3 mois, je vais y aller. Et numéro 3, plus d'argent disponible. On se retrouve en fait dans une situation où il n'y a plus de cinéma, plus de restaurants, plus de bars, plus de boîtes de nuit, plus de sorties en fait. Tout ça, c'est de l'argent qui était dépensé, qui n'est plus dépensé. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Probablement, on va en épargner une partie, mais aussi en dépenser une grande partie. Et ça explique un énorme pic d'activité pendant le confinement. Et justement, après la fin du confinement, réinversion, c'est-à-dire que les commerces physiques rouvrent. Enfin, les Français retournent en boutique. Et du coup, naturellement, le e-commerce,
diminue. Alors, on entend beaucoup des nombres qui expliquent que le e-commerce a beaucoup augmenté, mais il a augmenté en part du commerce, mais le commerce global a diminué. Ce qui fait que oui, le e-commerce a augmenté en part, mais quand même, on n'est pas du tout dans une partie au niveau fixe, et c'est ce qu'on voit dans cette période-là. On l'estime, encore une fois, modulo toutes les réserves que j'ai mises sur notre méthodo, on estime que nos commerçants sont à peu près à moins 10% de volume d'affaires en ce moment, par rapport à une période normale. C'est-à-dire que ce n'est pas la cata, c'est pas horrible, on n'est pas sur l'écroulement complet qu'on a pu voir pendant le confinement, mais on n'est pas sur une très très bonne période. Hein. C'est quand même pas une bonne nouvelle. Donc globalement, la consommation, on va dire, s'est maintenue, a réussi à se maintenir, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas non plus génial. Et globalement, tout ce que je décris là, c'est vraiment l'impact sur le chiffre d'affaires de nos commerçants. Sachant que nous, ce qu'on appelle le share of checkout chez Alma, c'est-à-dire le pourcentage du revenu de nos marchands qui passe par Alma, est resté stable. Donc finalement, il n'y a pas eu d'effet dans un sens ou dans l'autre. Les gens n'ont pas commencé à plus payer en 3 fois ou moins payer en 3 fois parce que Covid, mais par contre, ils ont plus ou moins dépensé et plutôt différemment, clairement à cause de la situation. Donc, si j'entends bien, quand même, plus de dépenses finalement, quelque part, pendant le confinement, et puis ça revient de la stabilité, ça se stabilise juste après. Et la question qu'on peut se poser. C'est un peu paradoxal par rapport à ce que nous disait un peu côté paiement de proximité. Donc finalement, les gens se rabattent sur quelque chose. On n'a pas les mêmes clients aussi. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on est encore une fois, on est très online, donc nous, on va être. La proximité, c'est quand même. Il suffit qu'on ait un gros sujet Covid, qu'on soit confiné, tout à coup, chez toi, ça va impacter assez fort. Nous, on n'est pas sur de trade. C'est ça, c'est qu'on n'est pas sur forcément les mêmes clients à ce niveau-là. On a des clients communs, mais ceux-là n'en sont pas. Et après, il y a la vraie question qu'on se pose, et on n'est pas les seuls, je pense que tous nos commerçants se la posent, c'est est-ce que la baisse d'activité actuellement, elle est due, est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est plutôt, les gens peut-être ont un petit peu peur, se posent des questions, ils épargnent, mais ils épargnent dans le but de pouvoir dépenser quand il y aura des bonnes affaires, c'est-à-dire Black Friday et Noël. Est-ce que en gros, la fin de Q4, qui est quand même la haute saison pour le commerce, va être une autre saison cette année ou pas? C'est une question, on n'a pas la réponse, mais on l'aura dans quelques semaines. Oui, en tout cas, effectivement, la crise du Covid a donc fait changer un peu les comportements des consommateurs, des usagers. Et donc, oui, je suppose qu'on va pouvoir jauger cela à partir de fin d'année. Voilà. On espère avoir une fin de Q4 qui soit à la hauteur. Merci beaucoup, Louis. Il faut vraiment que j'arrive à te tutoyer. Je ne sais pas si c'est Alors, tu tutoies, tu ne tutoies pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment plus jeune en plus. Est-ce que je peux juste compléter peut-être avant oui, bien sûr. le propos, effectivement, l'enjeu du TK qui est juste fondamental, et je voulais juste rajouter un propos. On suit nous aussi les faillites des clients. On a un indice comme ça. Et en gros, avant le Covid, on est sur des commerçants de proximité, des petits pros, donc c'est des commerçants qui sont de toute façon sensibles. On avait une trentaine, on va dire, de clients qui faisaient faillite avant le Covid, tous les mois. Covid, 0 faillite. Évidemment, il n'y a plus de process. Et puis, il y a quand même une prise en charge, il faut quand même qu'on se le dise, qui a été assez puissante du gouvernement. Donc, 0 faillite, en fait, depuis septembre, on n'a pas un seul acteur en faillite. Ce que vous disent les commerçants, c'est qu'il y a eu les 2 mois de trou d'air et qu'il a fallu l'absorber, mais ça a été absorbé, là, ça repart, donc ça va. On attend le T4. L'enjeu majeur, en fait, qui va se passer, ça va être plutôt le S1 2021, quand il va falloir commencer à rembourser les PGE, etc., toutes les aides. Et c'est là où on a un vrai enjeu majeur, où je pense que l'État va devoir faire des cadeaux, va devoir encore aider. Mais finalement, cette vraie crise, par rapport à tes éléments, tu dis est-ce que c'est structurel ou pas, je pense que ce sera plutôt qu'en S1 qu'on va voir vraiment les dégâts du Covid. Aujourd'hui, on ne le voit pas, quoi. Enfin, je veux dire. Absolument d'accord. Non, mais très bien. Alors, on ne le voit pas sur vos activités. Parlons maintenant quand même des touristes chinois. J'ai vraiment une question pour toi, Annie. Est-ce que la dépense des touristes chinois a considérablement chuté là, durant ces dernières périodes, si on fait un bilan justement en septembre? C'est la première question. Et la deuxième, c'est de dire, OK, est-ce que justement cette chute, si chute il y a considérable, si on compare par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que vous me donnez comme chiffre? J'ai partagé d'ailleurs un peu les chiffres justement que tu vas pouvoir nous expliquer. D'accord. Donc, il y a plusieurs aspects. Donc, là, ici en France ou en Europe, ou au reste du monde, on parle de avant confinement, après confinement. Et en Chine, c'est un autre discours. On parle plutôt de avant Covid, enfin pendant Covid et après Covid. En Chine, aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Officiellement, il y a 0 cas de Covid. Et toutes les personnes que je connais vivant en Chine
leur vie s'est retournée à la normalité. Ils ne portent plus les masques dans le lieu public et tout se passe comme avant Covid. Donc, en Chine, on dit que la Chine a vaincu Covid et qu'il y a 0 cas. Et c'est vraiment le cas dans les grandes villes, petites villes, à Pékin, à Shanghai, c'est partout. Et alors, depuis quelques mois, la vie des Chinois s'est retournée comme avant. Et si on regarde les statistiques des niveaux d'indice de confiance des consommateurs chinois, c'est au niveau le plus haut, au niveau mondial. Donc, il revient à la normalité comme avant. Et on dit 44% de produits de luxe aujourd'hui, c'est consommé par des Chinois et c'est vrai. Nous avons des retailers plutôt dans ce créneau-là. Et eux, ils mettent leur stratégie pour les mois qui suivent, l'année à venir, sur ce marché-là. Ils investissent beaucoup pour développer le marché chinois et sur des méthodes comment bien accueillir les touristes chinois une fois qu'ils sont de retour. Et si on regarde l'année dernière, il y avait 2 millions de Chinois qui sont venus visiter la France et 40 milliards d'euros étaient dépensés par les consommateurs chinois en Europe. Pendant la Covid, ça s'est beaucoup chuté. Donc, pendant les premiers 3 mois de cette année, on a vu une baisse de 27% de dépenses des touristes chinois à l'étranger en général. On n'a pas de chiffres sur la France ou sur l'Europe précisément. C'est moins 27% au niveau mondial. Et après, pour le Q2, c'est moins 59% de dépenses en moins par rapport à l'année dernière. Au niveau de tourisme chinois. Donc, c'est un coup assez dur pour le secteur de tourisme et de retail en France ou au plus général partout en Europe. Mais comme les Chinois, ils ont repris leur habitude de consommation, on attend leur retour en France ou en Europe dès que la situation de Covid est sous contrôle ou un vaccin qui est retrouvé et ils seront sûrement de retour et dépensés encore plus qu'avant. Merci beaucoup, Annie, d'avoir dressé tout ce tableau qui est vraiment très clair et très intéressant. Ce que je retiens et ce que nous retenons, c'est que finalement, la Chine a réussi à vaincre le Covid et que ces touristes chinois ne sont pas prêts à revenir en France tant qu'il n'y a pas soit un vaccin ou en tout cas plus de cas de Covid en France. Tout à fait, c'est bien ça. Et ce que j'ai noté notamment, c'est qu'il y a quand même 40 milliards dépensés en France, ce qui n'est pas anodin pour le PNB national. En Europe, par contre, c'est pas que et en France, oui. Tu ne sais pas, non, tu l'as. Non, on n'a pas de chiffres que pour la France. Mais bon, ça représente quand même un beau paquet. L'idée, c'est vraiment de continuer à travailler avec vos partenaires qui sont les retailers, le marché du luxe, de ce que j'ai compris. Oui. Et puis de travailler justement pour accueillir 2021, fin 2020 et 2021. Oui, voilà. Donc, pour ce qui impacte, c'est pas que des luxes ou des retailers. Et il y a aussi toutes les filiales, par exemple, dans la restauration, dans les hôtelleries. Ils attendent impatiemment le retour des touristes, pas que des Chinois, mais des touristes. Et il y aura aussi dans tout ce qui est de transport aérien. Aujourd'hui, il n'y a que 3 compagnies aériennes qui assurent les allers-retours entre la Chine et la France. Et donc, il y a tous ces secteurs qui sont impactés également. Ouais. Merci beaucoup, Annie. Alors moi, ce que je vois donc 3 partenaires. Nicolas, si je peux me permettre de te poser cette question, tu as rassemblé donc ces 2 partenaires, Alma et puis SICPAY. Comment un peu t'es venue cette idée justement de créer ce partenariat? Explique-nous un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit à ce moment-là, au moment où tu as décidé en tout cas de les contacter et d'organiser ces partenariats. Ouais, je dirais en fait qu'il y a vraiment eu de mon point de vue, en tout cas côté stratégie Smile NP, on a vraiment eu un avant-Covid ou un avant-confinement et un après-Covid, un après-confinement. Annie, on se connaît depuis longtemps, on se court un peu, où tu me cours ou je te cours derrière depuis un certain temps, mais on était toujours dans une logique avant Covid d'essayer de se dire il faut qu'on crée avec un partenaire une expérience utilisateur qui soit au top. Il faut qu'on intègre, qu'on mette en place un chantier IT pour mettre en place une synergie technique, etc., qu'on discute, donc on se voyait beaucoup. Et finalement, on ne passait pas forcément à l'acte. Il y a eu l'effet Covid, l'effet confinement qui nous est tous tombé dessus. Et quelque part, on a tous eu cette logique on se met dans la tête des autres. Quelque part, ça nous a fait quand même du bien, ce Covid. On s'est tous pris pour un infirmier ou une infirmière à taper tous les soirs à 20h
à table, on s'est mis à la place de nos commerçants, on s'est mis à la place de nos caissières, on s'est mis à la place de beaucoup de monde et on s'est mis à la place aussi de nos copains start-up, fintech qui étaient tous dans une difficulté plus ou moins importante. Et on s'est mis en action, vous l'avez tous vu, on n'est pas les seuls, enfin je veux dire, on a un partenaire tous les trois, mais je veux dire, je n'ai pas vu une start-up ou pas une fintech qui a essayé de créer des synergies dans une logique de solidarité, de mouvement pour aider nos commerçants face à ce moment-là. Et du coup, on a vachement accéléré, quoi. En quelques jours, on a discuté avec Louis pour mettre en place le paiement 3 fois pour aider nos commerçants à développer leur chiffre d'affaires. Avec Ali, on s'est dit, bon, alors évidemment, les tourismes asiatiques sont pas là, mais en tout cas, c'était bon moment de se poser et en quelques jours aussi de le faire. Donc, en fait, dans ma logique, en tout cas, on est passé de Smile&Pay veut prendre le lead, veut construire un peu lui-même toutes ses fonctionnalités, tous ses services et avoir la main, à se dire finalement, on est plutôt une interface auprès de nos clients de services additionnels, de services à valeur ajoutée. Et juste, on a un écosystème de fintech qui est juste incroyable en France, quoi. On n'a peut-être pas beaucoup de licornes, on a peut-être que 13 et peut-être 25 demain. Mais par contre, on a tellement de fintech ou de startups qui sont experts dans leur métier, qui ont peut-être des levées de fonds un peu moins importantes. Et au final, finalement, à être ensemble, on est bien meilleur ensemble que seul de son côté. Donc, l'idée, voilà, de Smile&Pay, c'est de changer un peu cette stratégie-là et finalement de renforcer un maximum de services auprès de nos clients, un maximum de partenariats. Parce que, c'est super cool de travailler avec des gens qui ont le même ADN, la même culture que toi. Et puis 2, on se fait du bien mutuellement, gagnant, gagnant, gagnant. Nos clients sont gagnants puisqu'ils retrouvent dans une interface unique des services additionnels auxquels ils n'auraient pas eu accès ou auxquels il aurait fallu trouver Alma d'un côté, Smile&Pay de l'autre, etc. Et à la fois gagnant-gagnant puisqu'on est sur des modèles d'apporteurs d'affaires où, quand Annie, tu en parleras peut-être, mais je lui amène des clients à l'IP WeChat, je suis rémunéré. Et inversement, quand elle me trouve des clients pour Smile&Pay, je suis rémunéré. Et pareil, donc finalement, on est en train de faire une croissance avec très peu d'efforts techniques et très peu de ressources à mettre en place. Et on se fait du bien mutuellement à se développer ensemble pour le bien de nos clients et pour leur service, quoi. Oui, donc le mantra, c'est tout seul on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Voilà, exactement. Et on va aussi vite. Et aussi beaucoup plus vite. Bon, en tout cas, c'est que si on faisait tout nous-mêmes. Oui, tout à fait. Pardon, est-ce que tu peux répéter pour qu'on puisse bien t'entendre? Et la dernière phrase? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Je sais pas non plus. On va beaucoup plus vite ensemble. Oui, tout à fait. Et beaucoup plus loin aussi. Voilà. Alors justement, comment justement accompagner un peu cette reprise avec donc ces partenariats? Si je me tourne vers toi, Louis, quel sens tu donnes à cette alliance finalement? Paiement fractionné, paiement de proximité, comment tu vois un peu les choses? Bon, je vois que tu vas essayer de me tutoyer. On y arrive. Nous, le sujet, on avait pas mal discuté ensemble. C'est simplement de quoi on est commerçant, quoi. C'est pas très intelligent, mais c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui est utile pour nos commerçants? Et évidemment, j'ai envie d'avoir des solutions de paiement qui sont intégrées. J'ai envie que ce soit simple. Et très clairement, quand on se parlait, ce que tu disais, c'est que tu avais vraiment une grande partie de tes commerçants qui réclamaient une solution de paiement fractionnée. Et pour nous, c'est génial de se dire que non seulement on va pouvoir toucher ces commerçants, mais en plus, on va les toucher au sein de l'outil qu'ils utilisent tous les jours, c'est-à-dire ton outil, et qu'on va pouvoir leur offrir la meilleure expérience. Donc, c'est toujours le sujet en retail, de toute façon, que ce soit du retail e-commerce, du retail en physique, c'est comment je fais pour offrir la meilleure expérience à mes clients et quand je fais pour moi avoir la meilleure expérience d'achat, de gestion de mes ventes, etc. C'est souvent quand on est intégré, donc il y avait une logique, je pense, assez évidente à bosser ensemble là-dessus. Annie, un mot justement aussi sur cette alliance, et puis je crois que c'est la première fois que tu rencontres Louis, ou en tout cas physiquement. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, mais ça compte pas. C'est ça. Est-ce que tu vous vois? En chinois, il n'y a pas de différence entre tutoie et vous voir, donc c'est simple pour moi. Ça ne se pose pas la question. Alors, pour le partenariat avec Smile&Pay, on a cherché le rapprochement quand même depuis 2 ans au moins. Je ne sais plus. On sait plus, mais c'était poussé par la demande de commerçants. Donc, les commerçants, leur motivation, c'est simple. Ils vont simplifier la gestion de leur caisse. Donc, si on arrive à avoir tous les moyens de paiement sur un terminal de paiement et avec une offre commerciale qui a du sens pour le commerçant, c'est ce qu'ils me demandent tout le temps. Et je cherchais des solutions adaptées et finalement, Smile&Pay, il répond à nos besoins et aussi aux besoins de nos commerçants. Et en plus, on est tous des startups, donc ça veut dire qu'on met au centre les besoins des commerçants et on met au centre l'expérience de l'utilisateur. Donc, toute la procédure d'enrôlement ou de mise en service ou de service après-vente
Et ça se tourne avec cet état d'esprit au centre. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a poussés ensemble et a proposé cette offre commerciale et qui a tout de suite de succès. Donc, on a abordé la China Southern Airlines, qui est une société aérienne d'État chinoise, pour lancer ce partenariat. Et ça a du succès tout de suite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi la rapidité. C'est qu'en tant que start-up, on arrive à sortir des produits avec des cycles assez courts. Si on voit il y a des nouveautés, il y a un besoin de marché, et on arrive à proposer le produit et les services adaptés tout de suite. Et tandis que sur des partenaires, sur des banques plus importantes, le cycle de sortir des services, ça va être des années. Et chez nous, ça compte par des jours ou des semaines. Merci Annie. Alors tu as un peu répondu à la question, mais la question que j'aimerais vous poser donc, à tous les trois, et notamment à toi Nicolas, avec vos partenariats de distribution notamment, comment continuer à servir l'expérience utilisateur dans ce contexte actuel? J'ai compris que donc, vous, vos métiers, vous êtes centrés clients et vos marchands, vos commerçants sont centrés consommateurs. Alors justement, comment on sert tout ça dans ce contexte d'incertitude? On ne sait pas encore comment vont se passer ces prochains mois, etc. Comment vous voyez les choses? Nicolas, peut-être? Peut-être simplement pour refaire le focus sur nos partenariats, parce qu'on n'est pas au bout du boulot. Finalement, on fonctionne un peu en 3 étapes avec chacun, et je pense qu'avec Louis comme avec Annie, on procède de la même manière. Sur un nouveau service, on a une étape 1 qui est déjà de le communiquer à nos clients. Il n'y a pas de synergie technique, il n'y a rien du tout. De le communiquer à nos clients et de se générer des leads. Ça, c'est la phase 1, ce qui a été fait cet été. Ensuite, on est sur une phase 2 où l'idée, c'est d'industrialiser ça. Donc, nous, ce qu'on a fait mi-septembre, on a mis à jour notre parcours d'enrôlement online et de manière systématique pour tous nos prospects, dès qu'ils achètent un terminal de paiement et un contrat d'acceptation, on lui pousse les options monétiques d'Alma ou de SigPay. Et ça, c'est assez impressionnant puisque depuis 15 jours, on a mis en place l'industrialisation de ça dans notre parcours d'enrôlement. On a 2 prospects sur 3, 2 clients, enfin 2 nouveaux clients SmileNP sur 3 qui choisissent au moins une des options monétiques. Pas forcément les 2 en même temps, mais en tout cas, c'est quand même 2 sur 3 qui vont prendre l'option monétique d'Alma ou de SigPay. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il y a la phase 3 qui va être de travailler un peu plus les synergies techniques et notamment l'expérience utilisateur, où là, en fonction des retours de nos clients, puisqu'on va commencer à avoir un retour d'expérience, en tout cas sur la qualité de nos services additionnel, ça va être de mutualiser un peu mieux. Typiquement, chez Alma, ça va être de pouvoir proposer le paiement en 3 fois directement dans notre application mobile, que le commerçant puisse choisir CB ou le paiement en 3 fois de manière très fluide et très facile. Aujourd'hui, les solutions sont dissociées. Et c'est pareil avec Annie sur SigPay, c'est comment faire en sorte qu'on améliore l'expérience utilisateur pour le client. Mais voilà, on est très pragmatique, business first, on industrialise et on améliore après dans un troisième temps. Et puis, pour répondre à ta question plus globale sur les attentes des commerçants, nous, l'enjeu aujourd'hui, au-delà des solutions techniques, Alma, oui, tu en parleras, mais n'empêche que le paiement en 3 fois développe de 20% le chiffre d'affaires du commerçant, c'est un fait. Et on intègre évidemment, nous, le paiement en 3 fois sans frais dans l'achat de nos terminaux de paiement, et je vous confirme qu'on fait plus de 20% de ventes. Au-delà de ça, le vrai sujet, en tout cas, le retour qu'on a dans nos commerçants, c'est qu'aujourd'hui, ils attendent de SmileNP de les accompagner sur autre chose que sur le terminal de paiement. Aujourd'hui, il y a des sujets juridiques, des sujets d'avocats, des sujets comptables, enfin voilà, des sujets d'assurance dans la situation actuelle. Et donc, notre idée aussi, c'est d'apporter un certain nombre, de continuer les partenariats avec un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément dans le paiement. Là, on est en rapprochement avec une boîte qui s'appelle MyRobin et qui est en train de sortir une chaîne télé qui s'appelle Le Robin des Boîtes. Je suis un grand fan, Le Robin des Boîtes, vous voyez bien, c'est un réseau de 300 avocats en France qui est vraiment dans la défense des commerçants, etc. Et donc, on a offert pendant 2 mois, là, ou 1 mois ou 2 mois, j'ai plus en tête, un accès à tous nos 13 000 clients à la hotline de MyRobin de manière gratuite. Donc, ils peuvent appeler gratuitement la hotline pour poser toutes les questions. Je ne sais pas comment je licencie, si j'ai besoin de licencier, comment je récupère un PGE, comment je fais le chômage partiel. Et ça, c'est très satisfaisant. En tout cas, on a un Net Promoter Score depuis qu'on met en place ce type d'opération qui progresse très fort parce qu'ils ont la sensation d'être accompagnés au-delà du terminal de paiement et de la solution d'encaissement relativement classique. Donc, on va tirer tout ça. On est en train de parler avec beaucoup d'assureurs, avec beaucoup d'acteurs dans l'expertise comptable, un partenariat avec Appel notamment qui est une référence, dans l'idée d'accompagner nos commerçants au-delà de nos solutions techniques d'encaissement.
Oui, donc si je comprends bien, accompagner la reprise des commerçants, c'est aussi aller autour, en dehors de la technique. Louis, justement, comment un peu tu vois cette reprise et puis ce partenariat et justement comment améliorer l'expérience utilisateur au travers donc, de ces solutions que vous venez d'évoquer. Oui, je crois, Nicolas, tu as dit quasiment tout. Hein, pardon, tu as coupé l'herbe sous le pied. Non, la blague, je pense, les points importants qui sont pour nous cruciaux, encore une fois, c'est qu'est-ce qui est important pour le marchand. Des solutions intégrées, ça paraît évident, mais effectivement, j'ai mon terminal de paiement, j'ai pas envie d'avoir deux solutions, j'en veux une, paiement par carte, paiement par WeChat Alipay, paiement 3 fois avec Alma. Je choisis, c'est simple. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, tu parles au-delà de la technique, donc là, on parle techno. Si on parle au-delà de la techno, c'est être accompagné. Encore une fois, c'est le débat du business, mais quels que soient les commerçants, que ce soit petits et grands, je ne l'ai pas trop mentionné, mais chez Alma, on a vraiment de la TPE avec un gérant, un employé, à l'entreprise qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, sont clients chez Alma. Et donc, c'est des entreprises qui ont des besoins d'accompagnement qui sont en fait assez différents. Chez les très très grands qu'on va accompagner, c'est un besoin d'accompagnement structurel, c'est-à-dire j'ai de la comptabilité, j'ai du business intelligence à mettre en place, j'ai de l'opérationnel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et avoir un produit au top, c'est bien, une belle expérience, c'est bien, mais on a toujours besoin d'un peu ce contact humain. Chez les tout petits, c'est la même chose en fait, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire nous, ils ne nous posent pas ces questions, on n'a pas ce type de relation, mais effectivement, ils nous posent beaucoup de questions sur le commerce. Comment est-ce que je fais pour en vendre plus? Parce que Alma, c'est un outil, mais est-ce qu'il y a d'autres outils? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le marketing, sur l'acquisition client? Enfin voilà, donc il y a un peu un besoin d'accompagnement. Donc là, plutôt côté marchand, donc on voit bien que le fait de proposer quelque chose un peu clé en main avec une solution et puis différentes solutions connexes, ça arrange les commerçants en cette période un peu difficile. Et puis en plus, vous leur facilitez quelque part un peu la démarche d'aller voir ce qui se fait un peu à droite et à gauche. Là, on a vraiment quelque chose de concentré, si je comprends bien. Maintenant, si on fait un peu focus d'un point de vue consommateur, même si vous êtes en B2B, mais d'un point de vue consommateur, j'aimerais avoir votre avis à tous les trois. Quels sont les nouveaux moyens qui sont plébiscités par ces consommateurs? Comment ils consomment aujourd'hui? On a dit tout à l'heure que les consommations sont un peu différentes. Il y a de l'épargne, alors on cache un peu d'argent, puis après l'idée c'est de le redistribuer ou de le dépenser. Quels sont les nouveaux usages dans notre écosystème des paiements qui est donc celui pour lequel vous avez beaucoup de demandes? Je vais en parler très rapidement, mais il y a le nouvel usage, évidemment, que nous, on voit, c'est le paiement fractionné. Et c'est cette espèce de... le paiement fractionné, c'est pas du crédit techniquement, mais ça ressemble à du crédit dans le sens où on permet à quelqu'un de s'acheter quelque chose et de rembourser plus tard. Et ça, c'est en constante... ça a commencé en France dans les années 2010 à peu près. Et c'est juste en constante augmentation. Et c'est quelque chose... Au début, on pensait que c'était forcément plutôt réservé aux personnes qui ont moins de moyens. Aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. C'est utile pour tout le monde, quel que soit... tes moyens en tant que consommateur, c'est utile. Donc nous, cette espèce de vague, on la voit, on la ressent, d'augmentation de l'appétence pour le paiement plusieurs fois. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'imagine que tu as pas mal de choses à dire côté aussi nouveau moyen de paiement. WeChat Alipay, c'est des choses qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça. C'était créé en 2000. Ça a commencé vraiment en 2011, l'ascension de ces popularités de ces wallets. Ouais. Donc, oui, si on parle des consommateurs chinois, ce qu'on a pu observer après Covid, c'est en fait, on a publié un article sur ça sur notre blog. Donc, vous êtes bienvenus à consulter cet article. On a analysé le changement dans le comportement des consommateurs chinois par rapport après Covid. Ce qu'on a pu observer, c'est que au début, les gens ont prévu qu'après le déconfinement, les consommateurs chinois, ils vont faire des revenge spending. Donc, ils vont dépenser comme des fous sur tout ce qu'ils n'ont pas pu consommer pendant le confinement. Et ça, c'est pas arrivé du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, nous avons inventé un terme sur leur comportement, c'est le conscious spending. Donc, les consommateurs chinois, ils consomment d'une manière beaucoup plus responsable. Donc, ils dépensent plus de leur budget sur la cuisine chez soi. Donc, ils consomment moins par les repas de livraison ou bien dans les restaurants. Ils commencent à retourner dans leur cuisine, à préparer les repas chez eux. Et ça, c'est de jamais vu parce qu'en Chine, en fait, on a eu une révolution.
et de l'habitude de ne pas faire la cuisine et manger que de livraison. Et qu'en Chine, dans les grandes villes, les gens de mon âge ou même plus jeunes, ils n'ont pas de cuisine. Ils ont cassé la cuisine pour faire d'autres pièces. Ah oui. Donc, il n'y a pas une possibilité de cuisiner chez soi. Et donc, j'étais chez mes copains, ils ont un bar, mais ils n'ont pas une cuisine. D'accord. Il n'y a pas une possibilité de cuisiner. Donc, et après, pendant le confinement, les gens qui n'ont pas la cuisine chez soi, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de restaurant. Donc, ils sont complètement, ils n'ont pas un moyen de manger. Donc, il y a un retour comme ici, en fait, ils reviennent comme des consommateurs normaux, comme dans les autres pays, et il reprend l'habitude de préparer les repas et manger normal, mais pas tous les jours, tous les repas de livraison. Donc, alors on a vu la baisse, bien sûr, de vente à l'emporter, des repas préparés, et les gens consomment plus, ils abonnent des recettes de chaînes de cuisine, ils préparent les repas chez eux, et ils commencent à faire du sport, tandis qu'en Chine, le nombre des obésités et des problèmes de santé liés à des personnes, des mauvaises habitudes de vie, c'était très important. Et là, ils prennent l'habitude de faire du yoga chez eux, ils font du jogging. Tout ça, c'est jamais vu. Donc, en espèce de 3 mois de confinement, la vie des gens en Chine a complètement bouleversé. Et ça, on appelle ce phénomène le conscious spending. Donc, on peut parler de ça pendant des heures, donc je m'arrête là. C'est très intéressant, merci Annie. Alors, il y a Cyril Lignac qui passe sur M6 aussi en Chine maintenant depuis peu, donc ça c'est fait… vrai, je savais pas ça. Donc finalement, c'est le secteur des ventes de cuisine qui doivent exploser en Chine. Vente de cuisine, oui. Mais non, mais IKEA ne marche pas fort en Chine parce qu'en Chine, la main-d'œuvre est tellement pas chère, donc c'est beaucoup moins cher s'ils achètent du bois, des matières premières et demander quelqu'un à construire sur mesure les cuisines. Et puis, dans certaines villes comme Hong Kong en Chine, les appartements sont tellement petits, il n'y a aucun meuble qui était préfabriqué rentre dans les appartements. Donc, les lits sont montés sur place sur mesure. C'est très enrichissant, en tout cas, ce partage sur les consommateurs en Chine. Alors, si on fait un focus un peu sur les consommateurs donc en France, qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas ? Que te dire? Peut-être 2 points. Le premier, c'est que je partage vraiment le retour vers une consommation plus locale. Alors, on verra dans le temps, mais c'est sûr que finalement, hormis ces trous d'air de Covid, les commerçants de proximité en bas de chez vous, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais sont les grands gagnants parce qu'au final… et avec le télétravail, finalement, quand tu as 2 jours, 3 jours de télétravail, tu vas prendre tous les jours un peu le temps de passer chez tes commerces de proximité, acheter ta bonne viande, tes bons légumes, etc. Donc, il y a quand même un retour fort vers ton commerce de proximité. En tout cas, on le ressent et c'est ce qu'on a senti cet été. À voir si ça se confirme, mais je pense que c'est une tendance de fond. Tu n'as plus envie de te faire chier à aller à Carrefour en périphérie pour te taper 2 heures de course, en fait, et tu vas consommer tous les jours un petit truc frais, local et équitable. Ça, c'est le premier point. Après, l'attente aujourd'hui, je pense, des Français, c'est de pouvoir payer avec leurs moyens de paiement, c'est-à-dire la carte bancaire et aller dans un commerce de proximité et payer par carte bancaire. C'est aujourd'hui celui qui ne l'a pas, c'est juste une faute professionnelle. Et puis, c'est pouvoir consommer aussi sur le e-commerce, online, y compris chez le commerce de proximité. Et ça, c'est ma grande vision. Enfin, je pense qu'on la partage tous. Mais l'idée, c'est que il faut que les commerçants, il faut démocratiser le e-commerce auprès des commerçants de proximité. Il y a des belles offres de pure player aujourd'hui auprès de e-commerçants. Mais le vrai enjeu pour nous, c'est d'aider ces commerçants de proximité à avoir les outils des grands, à développer leur activité et leur boutique, et leur business au-delà de leur boutique. Pas forcément pour aller conquérir des clients qui sont à 10 000 km de chez eux, mais ne serait-ce que pour fidéliser et satisfaire leurs clients. Il n'y a pas de raison qu'un commerçant de proximité, moi j'aimerais bien pouvoir commander online chez mon primeur en bas et aller chercher en click and collect mon panier chez mon commerçant. Donc voilà, pour moi, c'est la grande tendance, c'est le retour au local, au commerce de proximité, et puis une nécessité d'accélérer la digitalisation des commerces de proximité pour qu'ils puissent offrir l'ensemble des moyens de paiement et des canaux à leurs clients réguliers.
concurrents, quoi. Oui, on continue et on maintient de dire que finalement la Covid-19 a permis aussi d'accélérer la transition vers la digitalisation, et notamment auprès des commerçants de proximité, les petits commerçants notamment, qui aujourd'hui s'ouvrent beaucoup plus et proposent donc de l'e-commerce, du paiement fractionné et qui veulent s'ouvrir aussi à toute typologie donc de consommateurs. Écoutez, finalement, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, donc on a fait un bilan. On voit bien que voilà, c'est un peu en dents de scie, en fonction donc des secteurs de chacun. Le paiement fractionné finalement a bien fonctionné pendant une période, mais on arrive sur des zones un peu creuses parce que c'est très saisonnier. Pour Smile & Pay, un accompagnement donc très clé en main avec vos commerçants, et donc vous les accompagnez à ce que justement ils puissent survivre s'il y a de nouveau un confinement, et puis notamment avec le partenariat avec SyncPay où on élargit finalement l'acceptation du moyen de paiement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je pose la question à nos participants pour savoir s'ils ont des questions et que vous puissiez y répondre? Si vous en devez conclure comme ça rapidement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure? Tout a été dit. Ouais. Parfait. Parfait. Alors voyons voir. Donc nous avons deux questions. La première, alors c'est notre président Maurice Blanchard qui dit merci à tous pour cette présentation très dynamique et sympathique. Vous avez tous le smile. On a été, voilà. Une question pour Annie. Comment voyez-vous l'adoption du paiement QR code en France par les Français pour des transactions domestiques? Est-ce envisageable? Est-ce forcer l'habitude? Oui, tout à fait. Donc, le QR code, il a l'avantage d'être peu coûteux vis-à-vis des commerçants. Donc, en Chine, le moyen de paiement par QR code, ça compte 50% de toutes les transactions dans les magasins physiques. Donc, 50%, c'est quand même très, très important. Et ça, grâce à ça, c'est grâce à le fait de ces moyens de paiement être distribués par les QR codes. Si ça passait par NFC, et le développement, ça va être beaucoup plus long. Et pourquoi en France, le QR code ne s'est pas généralisé? Et je pense que la plupart des paiements pour les wallets, donc les portefeuilles électroniques en France, c'est privilégié le sans contact, donc NFC, et le QR code, on a des peurs sur la sûreté et la sécurité des transactions par rapport à la technologie QR code. Mais l'expérience en Asie a fait plus que prouver la sûreté de cette technologie, et je pense que la généralisation de QR code en France ou en Europe, c'est juste une question de temps. Merci Annie. Une question pour lui, toujours de la part de Maurice Blanchard. Comment vous situez-vous par rapport aux différentes offres de paiement en N fois proposées essentiellement par les banques? Votre différenciation est sur le parcours, sur le service ou sur le prix? C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on s'est lancé dans ce secteur du paiement en 3-4 fois, on n'est pas du tout les premiers, des institutions bancaires qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. On s'est lancé pour une raison qui est simple. Moi, à la base, je travaillais chez Stripe, donc un PSP assez connu, et on avait littéralement des dizaines de marchands qui venaient nous voir pour nous poser cette question: est-ce que vous pouvez m'aider sur le paiement en 3-4 fois? Et on était un peu étonnés parce qu'effectivement, il y avait ces solutions. On peut les citer évidemment: Honey, Banque Casino, CTLM, Cofidis, enfin voilà, toutes les solutions bancaires connues. Donc on n'arrêtait pas de leur dire allez voir les acteurs en place. Et en fait, la réponse qui revenait était en fait un sentiment général de frustration sur trois grands piliers de la part de ces marchands. Il y avait une frustration sur l'expérience pour le marchand, c'est-à-dire l'intégration, des intégrations qui étaient vues comme très lentes. On parle de projets en semaine. Pour un commerçant comme la Fnac, par exemple, c'est pas très très grave puisque un projet de 6 semaines, 12 semaines, ça se fait bien. Pour un petit commerçant, c'est très compliqué. C'est juste un engagement qui est assez massif. Il y avait une frustration sur effectivement l'expérience utilisateur pour le client, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour créer le produit, la page de paiement avec le moins de champs possible à remplir pour aller le plus vite possible, avec une acceptation qui est très élevée. Peut-être je peux le rappeler, mais chez Alma, on a à peu près 95% de taux d'acceptation. Le taux qui reste maîtrisé, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'était une vraie demande des commerçants, c'est-à-dire quand je vous envoie un client, il faut l'accepter, sauf gros problème. Il y avait on avait des taux d'acceptation moyens qui étaient plutôt dans les 70% et ça, à la plupart des commerçants, ça leur va pas. Et enfin, il y avait une question sur la marque. Alors ça, c'est intéressant parce que en fait, les grandes banques, évidemment, ont une expérience du crédit qui est juste
extraordinairement longue. Ils ont créé des marques qui sont très fortes comme marques de crédit et qui sont vues par le consommateur comme des marques de crédit. Et typiquement, nous, Alma, jamais on irait faire du crédit conso à la CTLM, parce que ça n'aurait pas de sens, on ne serait jamais aussi bon qu'eux. Et par contre, à l'inverse, c'est des marques qui sont très associées à la banque et pas du tout au retail. Et nous, une vraie demande de nos commerçants, c'était ça. C'était, moi, j'ai besoin de travailler avec une marque qui est vraiment associée au retail. On ne pense pas banque, on pense retail, on pense commerce. Et si vous allez sur le site d'Alma, vous voyez tout de suite qu'on a vraiment adopté, et ce n'est pas par hasard, les codes du retail et pas les codes de la banque, parce que simplement la population qu'on adresse n'est pas la même. Donc sur ces 3 piliers, on s'est dit effectivement, il y a quand même 3 grosses frustrations sur le marché. Qu'est-ce qui se passe si on crée une solution qui répond à ces 3 besoins? Merci Louis. Alors une question toujours de la part de Maurice Blanchard. Il n'y a que lui qui est derrière le... Il nous contrôle. Beaucoup de questions. Il contrôle social. Alors, Smile & Pay est un interface de services additionnel. Selon toi, Nicolas, quels seraient les types de services innovants qui pourraient arriver dans le futur? Dans le futur, à court terme, on ne va pas s'arrêter là et heureusement, on bosse dur. Donc là, le sujet là, sur lequel on travaille dur d'ici la fin de l'année, c'est 2 choses. Un, c'est d'adresser les professionnels de santé. Tu as près de 70% des médecins qui n'acceptent que les espèces et les chèques aujourd'hui, quoi. Donc là, on bosse avec une autre start-up pour proposer un package avec une application mobile sur notre terminal de paiement qui permettra de faire des fiches de soins dématérialisées, de gérer toute la gestion des fiches de soins. On travaille, nous, là, pour accepter la carte vitale, à la fois pour pouvoir mettre à jour la carte vitale et à la fois aussi, dans la même fente, de pouvoir payer en carte vitale. Et puis, je passe un appel, s'il n'y a pas que Maurice derrière la caméra, mais je voudrais trouver un partenariat pour faire de la téléconsultation et pouvoir proposer un package vraiment omnicanal, digital pour les professionnels de santé et qu'ils n'aient pas de raison de ne pas accepter la carte bancaire. En tout cas, c'est le besoin des Français, donc il faut qu'ils y répondent. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour moi là d'ici la fin de l'année. J'espère fin d'année, début d'année prochaine, sortir une offre dédiée pour les professionnels de santé. Et puis ensuite, mon gros sujet, c'est le e-commerce. Je vais pas m'en cacher. Donc, on travaille sur le paiement par lien en complément de la fonctionnalité de paiement à distance qu'on a sorti en mai. Donc ça devrait arriver fin d'année. Et ensuite, on travaille 2 choses puisque nous, notre métier, c'est de faire le paiement. Donc le paiement e-commerce, on le traite de la même manière qu'un commerce qu'un paiement en proximité. Et donc là, on est en train de commencer les discussions avec des partenaires pour 2 choses. À la fois pouvoir proposer la création de sites internet très très simples à nos commerçants de proximité, partant du principe qu'un commerçant de proximité n'aura pas besoin d'un site ultra complexe à 70 ou 100 euros par mois. L'idée, c'est de trouver une offre à 10, 15, 20 balles par mois maximum. Peut-être que la commerçante dans la Creuse aura le même site internet que le commerçant dans le Nord, mais peu importe, ils ont besoin de faire quelque chose de simple. Donc, on essaie de trouver un template un CMS un peu standard. Et puis, l'autre sujet, c'est qu'on va travailler une marketplace, Smile & Pay. C'est-à-dire que mon ressenti, c'est de dire que la commerçante qui est dans la Creuse, enfin en tout cas, aura pas forcément ils n'auront pas forcément tous envie de créer un site internet, de le maintenir, de le gérer, etc. Et donc l'idée, c'est de proposer un espace dédié pour nos commerçants qu'ils aient une visibilité sur internet avec une page qu'on leur met à disposition et la possibilité de faire des transactions, faire de la prise de commande, du click and collect à moindre coût et à moindre effort. Voilà. Et donc ça, on va sortir ça au premier semestre. Et peut-être juste un point quand même, si je peux, puisque on a toujours la même personne qui nous pose des questions, mais rebondir sur le propos d'Alma par rapport aux grands groupes bancaires, j'ai aussi ce sujet-là. Et le constat, pour aller dans ton sens, c'est que finalement, de mon point de vue en tout cas, et puis je connais aussi un peu bien les grands groupes bancaires mutualistes pour avoir passé quelques années, j'ai l'impression qu'il y a une tendance finalement où cette banque universelle de proximité qui fait à peu près tout, ou en tout cas le conseiller pro n'est pas en capacité de connaître parfaitement. Aujourd'hui, les clients, les commerçants sont à la recherche d'expertise, de la meilleure offre sur un sujet. Et c'est là où effectivement le modèle de ces fintech, oui, ne fait que du paiement en 3 fois, Annie ne fait que du paiement asiatique, moi je fais que du paiement, du processing de paiement. Les gens vont chercher la meilleure offre qui est experte sur un sujet et n'ont pas forcément envie aujourd'hui de tout avoir au sein de la banque, de tout discuter avec son conseiller qui est adorable et qui est de plus en plus en mode défenseur pour le pro, mais qui va se battre en interne avec toutes les expertises. Et c'est pas évident. Et au final, finalement, les grands groupes sont plus tellement nos ennemis. En tout cas, on le constate. On a lancé hier notre partenariat avec les banques populaires Île de Paris, où finalement, le constat d'un réseau bancaire, c'est de se dire sur des petits pros, sur lesquels c'est du temps à traiter, c'est des coûts, c'est un conseiller qui n'est pas un peu généraliste et qui ne connaît pas tous les sujets. Sur un terminal de paiement, c'est pas évident, avec un contrat de 70 pages.
et sur des clients qui ne sont pas forcément rentables. Parce qu'un petit pro ne fait pas non plus une grande activité, donc la rentabilité n'est pas forcément là. Et donc aujourd'hui, elles se disent pourquoi je ne sous-traiterais pas à des acteurs comme Alma ou comme SmileNP l'activité, mais notamment les rémunère, sur une rémunération qui est relativement proche de celle qu'elles auraient si elles le faisaient eux-mêmes, sauf qu'elles gagnent du temps pour les conseillers, qui vont pouvoir affecter leur temps et leur disponibilité sur des clients ou des dossiers à plus forte valeur ajoutée, et puis de la satisfaction client. Parce que SmileNP, nous, on a un NPS de plus 60, il est monté à plus 80 en septembre. Bon, tu sais que ton client, il est content, il est satisfait, tu es expert, tu connais parfaitement ton produit et tu réponds à sa demande. Donc voilà, donc de plus en plus, on n'est pas tellement ennemis avec les banques, c'est mon point de vue en tout cas, mais on est en train de plus en plus de coopérer. Et puis derrière, techniquement, je ne connais pas bien Alma, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut savoir que derrière, sur la technique, c'est toujours un grand groupe bancaire qui est derrière nous, quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, l'expertise sera toujours par les grands groupes bancaires. On parle là de distribution, de logique commerciale et marketing, mais au final, ce sera toujours les grands groupes bancaires qui sont experts dans leur métier et ne travaillent parfaitement bien dans leur produit. Merci Nicolas. Oui, la question, mais bon, c'est une réponse, je suppose que vous allez pouvoir donner, mais avez-vous le graphique par typologie de commerce? Par rapport à ce qu'on a montré comme chiffre tout à l'heure, c'est monsieur Alain Prévost qui nous pose la question. Le graphique, c'est-à-dire sur le… Je suppose par typologie de commerce, sur les volumes, sur les index, Smile. Ouais, nous, on l'a évidemment en interne, on ne le partage pas trop parce que ça va dépendre. Il y a certaines verticales, on va être un peu… si on n'a que 5 ou 6 marchands sur une verticale, le graphique, il veut très vite. Et c'est important, c'est important quand on a les données de nos marchands de juste les respecter, de ne pas les partager. Donc, on peut faire des analyses extrêmement génériques. Mais on ne peut pas trop rentrer dans les détails parce que juste, c'est une question de responsabilité. Après, j'imagine que toi, sur cette verticale, tu en as un paquet, donc tu peux… alors là, pour te dire, sur les dernières semaines de septembre, si c'est la question, je ne peux pas te dire qui sont les gagnants ou pas, j'avoue que je n'ai pas regardé en détail les chiffres. Mais évidemment, sur tout le Smile Index, derrière, on a une logique de catégorie, puisque sur chaque transaction, on a les codes NCC, donc on est capable de remonter les métiers. Donc, ce qu'on regarde, c'est que le Smile Index, derrière, on le regarde par secteur d'activité. On essaie de voir qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Ça bouge d'une période à une autre, en fait. Donc, d'ailleurs, je voulais faire une slide là-dessus, mais ce n'était pas évident à tirer des enseignements, puisque selon la période que tu compares, il y a des gagnants et des perdants. Et ce qu'on regarde aussi, c'est la répartition par zone géographique, de sorte à voir justement l'impact sur le tourisme, sur la Normandie notamment. Ça a été assez difficile durant l'été. En tout cas, ils ont moins surperformé que les autres. Sur la Normandie, en revanche, Marseille, etc., toute la partie sud a été très bonne. Et là, sur début septembre, au contraire, Marseille était moins surperformant, toujours en performance, mais moins surperformant que d'autres régions. Sur les secteurs, finalement, j'y ai pas mis des éléments là dans la présentation parce qu'on tombe sur des banalités, à savoir les restaurateurs ont été les grands perdants de la phase du confinement. Ce qui ressort, alors c'est des grosses catégories aussi, donc tu vois, j'ai un secteur, c'est resto et hôtellerie ensemble. J'ai un secteur, c'est retail. On ne va pas forcément beaucoup plus loin dans le détail. Donc, retail, ça veut tout dire et n'importe quoi. Mais en gros, les grosses activités qui ont très, très fortement surperformé durant l'été jusqu'à mi-septembre, c'est le retail, au sens large, d'où mon propos sur la consommation locale. En tout cas, le petit commerçant de proximité est le grand gagnant. Et ensuite, tu as eu les médecins qui ont été les grands perdants de la phase de confinement. Ça, c'était assez surprenant pour nous parce qu'on s'était dit, les médecins, pendant le confinement, ils sont garde à vous. En fait, non, les médecins ont été un peu isolés du dispositif. Ils n'étaient pas forcément, ou alors ils étaient en mode à titre personnel, en fait, pour donner un coup de main. Mais finalement, les gens n'ont pas trop voulu aller voir leur médecin. Et en revanche, tu as eu un gros pic d'activité des professionnels de santé sur mai, juin, juillet. Il fallait reprendre les consultations, etc. Et puis, tout ce qui a été TV, alors on n'a pas des milliards, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, ça a explosé effectivement tout ce qui est TV, enfin produit, en tout cas de consommation un peu palpable. Merci Nicolas, merci encore à vous trois. Et je te remercie toi particulièrement Nicolas d'avoir invité tes deux partenaires. Merci à eux. Et puis Louis, et merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'être venus jusqu'à nous à Paris pour réaliser cette chronique 45 minutes chrono, la 11e édition. Nous arrivons en fin de chronique. Je remercie les 80 participants et un peu plus de 80 participants pour répondre à ma question. Il n'y a pas que Maurice. Je sais que vous avez pu être très clair sur vos propos et c'est pour ça que nous avons eu très peu de questions. Merci à vous. Je vous invite toujours à nous suivre sur le site LinkedIn, la page LinkedIn de l'Association du paiement. Nous avons un événement jeudi prochain. Nous recevons Flubber et nous parlerons de l'Open Payment
Je vous invite donc à vous inscrire par le lien qui sera communiqué sur la page LinkedIn. Merci à vous pour votre fidélité, merci aux nombreux participants et merci à Maurice. Merci Maurice et merci Sophia. Merci à tous. Avec plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.